Bonjour les amis. Alors, retour au militaire avec la participation de nos deux spécialistes préférés, Hervé Carès qui fait un retour et l'ami canadien Alexandre Robert qui est un des meilleurs spécialistes de la place. Voilà, alors, eh ben, écoutez, avant de lancer cette vidéo, je voulais vous signaler que je fais l'objet actuellement d'un certain nombre d'agressions sur les réseaux. J'ai eu également des attaques numériques un peu curieuses. Bon, j'ai pris les mesures, je vous l'avais dit, pour protéger mes installations de ces attaques destructrices. Non, je plaisante, j'exagère un peu là, mais bon, il y a eu des choses. Je suis désormais assisté par des professionnels. Ensuite, il y a eu des attaques aussi sur les réseaux. Il y a quelque chose sur Twitter où je suis assez présent et assez actif. Et donc, il y a des organismes, des officines, des nervis qui font des listes, qui font de la diffamation au prétexte de faire de l'information. Donc, ils ont lancé des offensives. Ils m'ont pris pour cible, ce qui n'est pas très, très important en soi, mais ça crée une espèce d'ambiance et le rapport de force est très important pour éviter la censure. Donc, je vous invite à nous soutenir comme d'habitude. Les vidéos, bien sûr, mais abonnez-vous sur le blog, abonnez-vous sur Twitter. Et je pense que ça fait avancer les choses. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, allons donc faire un petit tour sur le front en Ukraine. Bonjour les amis, bonjour à tous. Nous voici donc de retour pour parler du domaine militaire avec les deux meilleurs spécialistes mondiaux. Nous avons Hervé Carès qui est notre guitare héros national, parce que je ne sais pas si tu sais Alexandre que qu'Hervé est un grand guitariste de rock. Et Je ne nous savais pas. avons Alexandre Robert qui est le spécialiste canadien dont chacun connaît également les vidéos. Alors, on a souhaité faire cette vidéo aujourd'hui parce que il se passe pas mal de choses sur le terrain. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent et il y a besoin, à mon avis, d'une clarification. Alors, messieurs, c'est la raison pour laquelle je vais vous poser peut-être quelques questions dans le cours de la vidéo. La première que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain après la décision du Congrès américain d'attribuer une aide importante, 61 milliards de dollars à l'Ukraine. On reviendra peut-être sur les modalités de cette aide. Et il y avait eu une espèce de bouffée d'oxygène pour l'Ukraine et les médias occidentaux étaient de nouveau un peu optimistes. Et puis depuis, ça a changé. Depuis, ça a changé. Je dirais même presque que c'est le contraire. Et en France en particulier, les médias systèmes, en relayant la propagande occidentale classique et en relayant également la propagande ukrainienne, les informations ukrainiennes, ont l'air très très pessimistes et on entend les mots de nouveau, les mots effondrement, les mots victoire russe, les mots impossibilité d'une victoire ukrainienne. Donc, plus les informations concrètes qui circulent sur les percées, sur Chazovyar, puis d'autres noms enfin de collectivités que je n'entends pas essayer de prononcer, mais il semble quand même que ça bouge. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais peut-être passer d'abord la parole à Hervé, qui, comme d'habitude, nous a préparé une infographie intéressante à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Je te passe les manettes, mon cher Hervé. Très bien. Donc en fait, comme on va commencer par ce qui se passe sur le terrain, hein, suivant ce que l'on a dit avant la vidéo avec notre ami Alexandre. Quelle est la situation sur le terrain? Et ensuite, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur pour voir quelles sont également les implications de l'aide américaine qui a été votée dernièrement, les implications également sur d'autres fronts, que ce soit sur le front maritime et sur le front de la Crimée. Hein, c'est un front terrestre et à la fois maritime, et bien sûr également
sur les frappes dans la profondeur et sur le front aérien. Donc, on va commencer par le front terrestre, où de facto, il se passe énormément de choses au plan tactique à l'ouest de Donetsk depuis la prise d'Avdiivka. Donc ça, c'est une présentation très très globale du front terrestre avec tous les points chauds qui existent depuis le début, hein, que ce soit sur le front du Dniepr, hein, face à Krinky, ensuite la trouée de Robotine, ensuite bien sûr le front centre-est avec Donetsk, et quand on remonte vers le nord, il y a bien sûr le front nord avec Luhansk. Donc, une diapo qui montre globalement les dernières opérations qui ont eu lieu de la part des Russes suite à la percée de Davidka il y a à peu près 2 mois. Je te laisse la parole, Alexandre. Bien, tout d'abord, je tenais à souligner que les véhicules de l'OTAN, de l'armée ukrainienne, ont bel et bien réussi leur percée à Moscou. Attendez, on me dit qu'en fait, c'est un musée à ciel ouvert, que ce sont des trophées, excusez-moi. Non, en réalité, donc, la situation sur le front Est, disons-le, n'est pas super pour l'Ukraine, justement à cause de cette percée récente de l'armée russe. Donc, Hervé, est-ce que tu peux mettre la situation avant la percée? Voilà. Donc, après la bataille d'Avdiivka, on était rendu à cette situation sur le front. Donc, les Russes avaient réussi à pousser 5 kilomètres au nord-ouest d'Avdiivka, que vous pouvez voir sur la carte en bas à droite. Et pendant environ un mois, les combats se situaient le long de cette ligne. Il y avait une coupure d'eau, une rivière, des lacs, et les Ukrainiens arrivaient à stopper l'avancée des Russes dans ce secteur. Jusqu'au moment où, le 10 avril, l'armée ukrainienne a commis une terrible erreur. C'est-à-dire leur erreur a été, comment pourrait-on dire, une erreur lors d'une relève. Donc, la 47e brigade qui tenait le front depuis si longtemps a été relevée et il y a eu un trou à ce moment-là. Le trou a été tenu par une brigade qui a subi de fortes pertes pendant tout, tout l'hiver. Donc la 115e brigade mécanisée, entraînée par les forces de l'OTAN d'ailleurs, mais qui avait un gros manque d'infanterie. Et donc, le long de la ligne, cette ligne cette voie ferrée, est-ce que tu peux montrer sur la carte la voie ferrée? Voilà, ici. Donc, au coin, juste à droite, juste pour montrer oui, ici, juste là. Donc, dans ce coin-là, les Russes, selon moi, ont pu détecter un trou dans le dispositif ukrainien et ils sont rentrés dans la brèche. Donc, comment les Russes y font? C'est un peu comme au temps pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les Soviets, c'est-à-dire qu'il y a constamment des missions de reconnaissance vers le front ukrainien, constamment, avec leur détachement Z, comme on les appelle, constamment. Ils ont détecté un affaiblissement du front ukrainien et lorsqu'ils ont commencé à pousser, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien en face, que les troupes ukrainiennes qui devaient tenir le terrain partaient en courant et qu'il n'y avait pas de réelle résistance à leur avancée, déjà pour leur force de reconnaissance. C'est à ce moment-là que l'état-major russe a saisi l'opportunité. Des renforts ont été envoyés, une première vague a nettoyé le secteur de la première ligne, et puis une fois que ça a été fait, encore une fois, avec une certaine facilité, une certaine aisance et surtout une rapidité extrême. Donc le commandement russe a réagi très vite. Souvent, on parle de l'état-major russe en étant très lent, très soviétique. Cette fois-ci, l'état-major a réagi extrêmement rapidement aux données du front. Et là, 2 brigades entières motorisées russes sont rentrées en plein dans la brèche. Et donc, est-ce qu'on peut voir la suite des événements? Voilà. On parle maintenant d'une percée d'environ 10 kilomètres. Donc, la 115e brigade a malheureusement abandonné ses positions. Ça a été un gros débat en Ukraine. Donc, qu'une brigade parte en courant, une déroute totale de cette brigade. En même temps, il faut dire que cette brigade était à un effectif
j'estime à 25% d'effectifs en termes de fantassins. Donc, c'était très dur pour cette brigade de tenir le terrain. Et de ce que j'ai lu, les commandants donc des compagnies d'infanterie, les commandants de la brigade ont décidé de reculer au lieu de se faire annihiler sur place. Annihilés par une masse de troupes russes qui est arrivée. Il y a une vidéo où on voit 50 soldats russes dans un petit bois. J'ai jamais vu autant de soldats russes à un endroit de toute la guerre. Juste pour vous dire le nombre de sections de 50 hommes russes qui devaient foncer en plein dans la brèche. Les Ukrainiens n'avaient pas préparé le coup. Les Ukrainiens n'avaient pas préparé de champ de mines, de position défensive en deuxième ligne, ce qui a pu aider les Russes à pousser à une vitesse assez impressionnante. Donc là, le village de Ocheretine que vous voyez en plein milieu, c'était le centre logistique ukrainien pour tout le front d'Avdiivka. C'est là où passait tout le matériel et tous les renforts. En perdant ce centre logistique, les Ukrainiens maintenant ont de gros problèmes. Et pour le ravitaillement de toutes les unités, que ce soit en communication, c'est un gros désordre. Et vous voyez que maintenant, avec cette percée russe, les Ukrainiens au nord de cette percée sont séparés physiquement des Ukrainiens de la partie sud. Donc, ils ne peuvent pas céder. Donc, il y a pas ce soutien mutuel qu'on pourrait voir sur une ligne de front bien établie. Là, les Russes sont en plein milieu dans la brèche et avec leur position centrale, comme Napoléon le faisait si bien, peuvent éliminer un ennemi. Les Russes peuvent se concentrer sur un ennemi et se retourner sur l'autre une fois la mission terminée. Donc là, les Russes maintenant avaient le choix de pousser soit vers le plein nord, plein sud. Maintenant, ils ont décidé de pousser plein ouest. Et ça va faire de gros dégâts pour l'armée ukrainienne. Hervé, tu m'arrêtes quand tu veux. Oui, quels sont les éléments qui te permettent de dire qu'ils sont en train de pousser plein ouest? Ici, vous voyez, au Tchérétiné, normalement, il y avait des Hmm, rumeurs que les Russes allaient pousser vers le nord, vers ouais, Aronhelske. hmm, Il y avait des rumeurs qu'ils allaient pousser sud vers Oumanské, Solovyovie, vous voyez, hmm, ou encore sud-ouest. Mais avec la carte que je vois maintenant, on voit ouais. qu'ils poussent plein ouest, donc nord-ouest plutôt. Parce que au plan opératif, là, il y a un général que je suis là qui est plutôt un très bon analyste hein, du conflit, c'est le général Kampf, qui fait des billets hebdomadaires et il est sur une approche opérative de la manœuvre offensive des Russes, en imaginant en fait une pince qui remonterait de Rotchin vers le nord et qui descendrait à partir de Chassov Yar, une fois que les Oui, Russes auraient pris Chassov absolument. Yar, pour enfermer en fait ou pousser les Ukrainiens qui se trouveraient à l'intérieur de la passe au repli. Absolument. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que est-ce qu'il y a une autre carte avec un zoom un peu plus... un zoom out un peu? Sinon, c'est pas grave. En gros, ce qui se passe, c'est que cette attaque au nord-ouest, elle est très dangereuse. Parce que, vous voyez, elle est à 10 km de la route qui relie Pokrovsk à Chassivyar. C'est-à-dire 10 km dans cette direction, les Russes coupent cette route, coupent tout le ravitaillement et la première ligne logistique qui lie tout le front ukrainien ensemble. Donc, l'armée ukrainienne pourrait perdre une route de ravitaillement essentielle pour tout le front est du Donbass, c'est-à-dire les villes de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka et Chassivyar. Si les Russes continuent à cette vitesse-là à prendre cette position, ça va être très compliqué et ça va dans toute la logique opérationnelle de la bataille pour reprendre ces villes. C'est-à-dire que d'un côté, au nord, on a l'attaque des Russes vers Chassivyar, comme tu l'as si bien dit, une attaque de front plus cette attaque de flanc qui coupe les arrières de l'armée ukrainienne. Donc les Ukrainiens vont devoir décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont, à ce rythme-là, ils n'auront pas le choix de reculer Bon, d'un maintenant, secteur ou d'un sur autre. Chassivyar, les Russes n'ont pas encore franchi le canal, même si le canal n'est pas un obstacle infranchissable, puisque de mémoire, il fait 4 mètres de large et il y a certains endroits qui sont asséchés. Mais, Les, mais les Russes à Chassivyar ont pris les ouais, forêts le long du canal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une opération de nettoyage qui est en hmm, place. Les Ukrainiens tiennent.
mais c'est parce que les Russes, je pense, ramènent des renforts, mais ils y sont déjà sur le canal et je pense qu'ils attendent de nettoyer certaines poches de résistance ukrainienne avant de lancer l'assaut du côté ouest du canal. Et le jour où ça arrive, c'en est fini de Chassivyar, puisque cette forêt va en plein centre de Chassivyar. C'est-à-dire qu'on peut voir des groupes d'infanterie camouflés débarquer en plein centre-ville de Chassivyar. Donc la ville est très... ça va être très difficile pour les Ukrainiens de défendre cette position une fois que les Russes ont franchi le canal. Ouais. Alors, ce que l'on peut constater, bon, ça avait déjà été souligné lors de l'offensive ukrainienne dans le secteur de Robotine cet été, entre le début de l'été et puis la fin de l'été, c'est ce déficit de coordination d'un niveau qui en fait n'existe pas au sein de l'armée ukrainienne, c'est le niveau divisionnaire. Ce qui fait que la Absolument. coordination, dès qu'elle commence à devoir se faire entre brigades, il y a un vrai déficit de coordination. Alors, ce qui fait que euh, si sur le plan des combattants, il y a encore des forces ukrainiennes, notamment l'infanterie, même si elle est très amusée, qui résistent encore, ce défaut de coordination devient prégnant dès qu'il commence à y avoir, c'est ce qui s'est passé là de toute façon, hein, lors de la relève, dès qu'il commence à y avoir une poussée russe et qu'il n'y a plus ce niveau de division qui n'est pas du tout, on va dire, maîtrisé par l'armée ukrainienne. Absolument. Je pense que l'armée ukrainienne a pris une sorte d'organisation type OTAN. Donc, on parle plus de brigades, on parle plus de divisions, et toutes les brigades sont commandées par un grand quartier général, disons. Et donc, toutes les données sont ramenées à ce grand quartier général qui gère tout. Euh, mais on voit les limites de ce système. Je pense aussi que le gros problème de l'armée ukrainienne, c'est qu'il y a un grand décalage entre la réalité du front et les données officielles du grand quartier général. C'est-à-dire que je ne pense même pas que les officiers de l'armée ukrainienne savent réellement les effectifs réels des troupes au front. Par exemple, j'avais vu une vidéo sur Twitter où un haut placé, un haut gradé de l'armée ukrainienne disait que 100 000 hommes ont déserté de l'armée dans les derniers mois. Mais pas une désertion comme révolutionnaire, mais plutôt une désertion. Donc, ce qui se passe, c'est que le soldat se fait blesser, il retourne à l'arrière, mais il ne revient jamais au front. Et ce phénomène arrive extrêmement souvent. J'ai aussi parlé à des gens qui combattent dans l'armée ukrainienne et ils m'ont confirmé cette thèse, c'est-à-dire ils m'ont confirmé que bel et bien, il y a beaucoup de soldats qui se font blesser, ils vont à l'hôpital, ils ne reviennent plus. Plus tous les soldats ukrainiens qui se cachent à l'arrière, dans les dépôts de munitions, dans des checkpoints à l'arrière, ou qui essaient de se faire transférer dans les unités d'artillerie pour ne pas être fantassins de première ligne. Donc, je pense que le plus gros problème en ce moment de l'armée ukrainienne est organisationnel. Donc, l'armée ukrainienne de base soviète n'a pas tous les avantages de cette armée soviète, c'est-à-dire un peu un côté autoritaire. On l'a bien vu. La loi martiale interdit à tout homme entre 18 et 65 ans de quitter le territoire national. Comment se fait-il qu'il y ait plus de 1 million d'hommes ukrainiens qui aient pu s'échapper à l'étranger? C'est pas normal. Pour 10 000 euros, un homme ukrainien peut partir. Donc, qu'est-ce qui reste pour le moral, pour toute cette armée ukrainienne de continuer à se battre quand tant d'hommes ont pu s'échapper ou juste quitter le front? Donc, moi, je pense que le plus gros problème de l'armée ukrainienne, et c'est un problème de fond, et ça va être très dur de le régler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il va falloir être beaucoup plus sévère du côté ukrainien. Et maintenant, la différence chez les Russes, c'est que les Russes ont une population beaucoup plus grande. Donc, même si des millions de Russes ont pu partir à l'étranger, il reste quand même des millions encore qui sont prêts à rentrer dans l'armée. Et les Russes payent ces gens pour être dans l'armée. Donc, vu qu'ils sont payés, ils doivent être présents au front. S'ils ne sont plus présents, ils ne sont plus payés. Tandis que les soldats ukrainiens, bon, ça c'est un autre problème, mais les paiements, c'est vraiment au jour le jour. Pas tout le monde se fait payer. Il y a beaucoup de problèmes de soldats qui n'ont pas reçu de paiement pour leur temps au front
depuis des mois. Tandis qu'il y en a d'autres qui reçoivent leur paiement de soldats de front tout en étant cachés à l'arrière. Donc, Ouais, c'est ouais, vraiment problématique. ouais. Je pense que au-delà des appuis occidentaux, hein, puisqu'il y a quand même des officiers d'état-major et des états-majors otaniens qui appuient l'armée ukrainienne dans ses travaux de conception de manœuvres, mais également d'action de feu dans la profondeur par les moyens de renseignement et également par le targeting, hein, donc de moyens d'action dans la profondeur au profit de l'armée ukrainienne, hein, puisque c'est vraiment ça a été le point fort de l'armée ukrainienne jusqu'à ce que les systèmes de guidage GPS des bombes occidentales guidées ou des missiles guidés soient brouillés par la guerre Mhm. électronique russe. Je pense que la grosse différence entre l'armée russe, les forces terrestres, hein, entre l'armée russe et puis l'armée ukrainienne, c'est les états-majors. En fait, en face, ils ont des états-majors qui ont l'habitude de faire manœuvrer des masses importantes, hein. Chaque année, l'armée russe faisait c'est un héritage de l'armée soviétique, des manœuvres avec énormément de personnel sur le terrain, 100 000, parfois 200 000. Et donc, ils ont des états-majors qui ont l'habitude de planifier, de conduire des manœuvres avec des gros pions de manœuvre, que ce soit des divisions, des corps d'armée, même jusqu'au niveau de l'armée, alors que ce niveau-là n'existe pas dans l'armée ukrainienne. Quand on regarde l'organisation, il y a la brigade, après il y a une espèce de niveau divisionnaire territorial qui est affecté à une surface du front terrestre, mais il n'y a pas de vrai niveau de division tel qu'on peut le constater dans l'armée russe. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Russes ont réussi chaque fois à faire des manœuvres bien souvent rétrogrades, puisque hormis les manœuvres offensives du début, notamment celle qui allait sur Kherson, mais la manœuvre rétrograde du franchissement du Dniepr en novembre 2022, c'est une manœuvre qui est conduite de main de maître, en fait, sous la pression en plus des Ukrainiens. Et là, on voit très bien qu'une armée comme ça, qui est capable de planifier des opérations complexes avec des gros plans de manœuvre, c'est une armée dont on doit se méfier. Et c'est pour cela que les commentateurs, les experts occidentaux de novembre ont pour la plupart mal interprété ce qui s'est passé à ce moment-là, et qui est quasiment le tournant de la guerre d'ailleurs. C'est 20 000 Russes qui sont sauvés, hein, d'une certaine manière, puisqu'ils étaient dans une situation qui était difficile à l'ouest du Dniepr. Absolument. Mais je pense aussi que, en ce qui concerne la dernière percée, c'est vraiment la flexibilité plutôt de l'état-major russe. Donc, je ne sais pas à quel point il leur est utile d'avoir fait ces grandes manœuvres, vu que c'était plutôt des manœuvres où tout était organisé, c'était un peu factice selon moi. Mais la différence, c'est que on voit, l'armée russe, en ce moment, si l'on regarde bien, ne peut pas attaquer sur plusieurs fronts de manière concentrée. C'est-à-dire que les Russes se focusent vraiment sur une partie du front. Donc l'état-major russe a quand même du mal à coordonner plusieurs attaques. Donc quand les Russes attaquent au nord sur Kupiansk, ils n'attaquent pas au sud. Maintenant qu'ils attaquent sur le front de Donetsk, ils n'attaquent plus au nord. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué. Honnêtement, je vais dire, je ne sais pas pourquoi. Je pense peut-être c'est une question de logistique et de munitions, de rediriger toutes les munitions sur le front, sur l'effort principal. Mais on voit bien que l'armée sur le front de Louhansk, 100 000 hommes, n'a presque pas bougé en un an et demi. Ouais, ouais, mais je Et pense que en fait, il n'y a pas ouais, de ville, il n'y a pas de rivière qui pourrait vraiment les ouais, empêcher de ouais, pousser. Ce sont des champs avec des petits villages. ouais, Donc, je me demande juste pourquoi. Maintenant, selon moi, c'est que l'effort principal se trouve maintenant à Donetsk, dans le sud, et que les Russes se sont dit, on avance le plus possible dans cette direction. Comme but de guerre politique, c'est le mieux, ouais. selon moi. Ouais. Alors je pense que tout est lié à la stratégie d'attrition qu'ils ont mise en place depuis, on va dire globalement, vraiment mis en place depuis le franchissement rétrograde de Dniepr en novembre 2022. Parce qu'ils ont constaté à leurs dépens que l'hypersurveillance du front Mhm, faisait qu'ils étaient incapables de concentrer des forces pour percer, et des forces qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, puisqu'ils étaient mhm, en sous-effectif. Ce qui fait que cette stratégie d'attrition, elle vise à vraiment épuiser les forces ukrainiennes. Et dès que ces forces ukrainiennes, un certain secteur du front commence à être suffisamment épuisées, parce que c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière
sur la manœuvre de percée que tu viens de décrire. En fait, il travaille en opportunité, mais en opportunité Voilà, voilà. en ayant dans la tête, à mon avis, hein, un plan opératif de portée supérieure qui, si jamais il y a vraiment cet effondrement qui est constaté en plusieurs endroits, et notamment sur Robotine, parce qu'on parle très peu de Robotine en ce moment, mais j'ai regardé tout à l'heure une carte en open source où on voit les masses d'unités. Alors évidemment, on peut Hmm. discuter sur la fiabilité de ce que l'on voit sur cette carte, mais bon, elles sont quand même alimentées de manière assez précise. Et on voit qu'on n'en parle pas trop hein, du front de Robortine en ce moment et du front du Dniepr vers Kherson. Mais quand on voit la masse d'unités russes qu'il y a à cet endroit, honnêtement, ça pose question. En effet, mais je pense que tu l'as bien décrit. Donc, l'armée russe est une armée d'opportunité. Et ça encore, c'est un héritage de l'armée soviétique de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'armée soviétique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, faisait la même chose contre les Allemands. C'est-à-dire de toujours tester, de toujours tester le front ennemi avec des reconnaissances en force, pour toujours trouver cette petite brèche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, les Russes lancent de plus en plus d'attaques disons, de reconnaissance mécanisées. Donc, des petites colonnes de 6 véhicules, 6-7 véhicules, foncent à toute vitesse pendant 2 kilomètres pour déplacer des troupes et faire sortir les soldats des véhicules dans un bois et capturer une position ukrainienne. Si cette attaque fonctionne, il y a une grande... La deuxième vague arrive, donc comme tu l'avais dit, opportunité, action, réaction, les renforts arrivent. Donc c'est toujours des... L'armée russe, si on peut, on parle, reste au taquet, et après, voilà, ils attaquent. Mais encore une fois, y a-t-il vraiment un plan opérationnel? Je ne sais pas. Moi, je pense que si. Parce que c'est pas Voilà. possible que On y même si arrive, on on est y de... arrive. Non, De mais parce quoi? que Non, non, excuse-moi, Alexandre, une seconde. C'est toujours. On essaye d'imaginer ce que les Russes envisagent. Or, c'est Oui, très absolument. difficile. C'est Très très difficile. difficile. Et donc, il y a ces deux approches, l'approche attritionnelle et l'approche, je veux dire, accumulation de force avant une offensive plus large. Ce ne sera pas une offensive grande flèche. Ça décevra beaucoup Douglas McGregor, mais c'est comme ça. Donc, Mais comme voilà. on en avait parlé la dernière fois, l'avantage des troupes russes, c'est-à-dire pour éliminer cet aspect de surveillance du front, les attaques majeures partent toujours de grands centres urbains. Donc, comme vous l'avez vu, la ville de Donetsk est le centre de plusieurs grandes offensives russes en ce moment, que ce soit sur Krasnohorivka, sur Pervomaïske, sur Yeorivka et sur Ocheretine en ce moment. Donetsk, c'est une ville à la base de plus d'1 million d'habitants. Donc, imaginez le Ouais. nombre de bâtiments. Donc, dans tous ces bâtiments, on peut cacher des dizaines de milliers de soldats. Et au dernier moment, vous voyez, il y aurait une colonne de blindés qui arrive. Les soldats descendent des bâtiments, rentrent dans les véhicules. 10 minutes plus tard, ils sont déjà au front en train d'attaquer. Les Ukrainiens n'ont aucune manière de détecter une attaque comme ça en 15-20 minutes. En plus, par leur manque d'obus d'artillerie, maintenant, les Ukrainiens sont beaucoup plus lents à réagir. Donc, Ouais. les Russes, en ce moment, leur stratégie, c'est d'utiliser ces grands centres urbains pour attaquer. Donc, le premier centre urbain, c'est Donetsk, où on peut concentrer de grosses quantités de troupes et de matériel sans que l'ennemi n'en soit conscient. Et le deuxième centre, c'est Bakhmut, comme par hasard, base logistique pour les assauts sur Tchassiviar. On verra qu'au nord, sur le front de Luhansk, il n'y a pas de grande ville comme ça. Il y en a une, en fait. C'est Svatove, qui est aussi un centre, mais beaucoup plus loin de la ligne du front. Donc, dès que des colonnes russes se forment pour attaquer, les Ukrainiens les voient avancer et se préparent. Pareil pour sur le front sud, sur Robotiné, il n'y a pas de grosse agglomération qui pourrait cacher de troupes russes. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas sûr de la fiabilité des cartes avec les troupes. J'ai arrêté Mm. de les utiliser depuis quelque temps, surtout sachant que
Du côté ukrainien, il n'y a pas de brigade au complet le long du front. Donc, ce sont souvent un ou deux bataillons d'une brigade qui vont être au front, les deux autres vont être à l'arrière. Donc, on ne sait jamais vraiment le nombre réel d'effectifs sur la ligne de front. En fait, tout cela, tout dépend des objectifs stratégiques des Russes que l'on peut imaginer ou supposer. À minima, je ne vois pas comment, après avoir annexé en grande pompe les oblasts, les 4 oblasts annoncés par Poutine, il ne pourrait pas aller chercher au moins à les conquérir, tu vois. Absolument. Absolument. Mais c'est pour ça que l'objectif principal en ce moment, c'est vraiment cette percée le long de l'oblast de Donetsk, donc sur la carte, le côté droit. Donc la zone Mm. rouge sur le côté droit de la carte, c'est vraiment ce que les Russes veulent. Ouais, voilà. Et un peu plus haut encore, toute cette partie, c'est ce que les Russes cherchent à reconquérir, pardon, à conquérir le plus rapidement possible. Et politiquement, d'un côté politique, si les Russes prennent le Donbass, politiquement, l'armée russe pourrait s'arrêter là. Ça va être une victoire mineure, mais la, la prise du Donbass, c'est l'élément essentiel de cette guerre. L'armée russe n'arrêtera pas tant que leurs troupes ne sont pas à la frontière. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, on parle bien de l'annexion de Kherson et de Zaporizhia aussi. Donc, à voir comment les Russes vont faire ça. Mais je pense que j'avais dit avant que les Russes n'ont pas de plan opérationnel. Bon, j'exagérais peut-être. Je pense qu'ils ont les grandes lignes de leur offensive, mais ils ne savent pas vraiment au niveau tactique comment ils vont y arriver. Donc, c'est plutôt ce que je veux dire. Donc, opérationnel, les grandes lignes offensives dans ce secteur, oui. Tactiquement, ils laissent vraiment aux généraux de secteur, aux commandants de brigades et de bataillons, euh, de, au niveau tactique. Ils les laissent décider au niveau tactique. Une fois que Kramatorsk ici tombe, c'est là où les Russes pourraient ouvrir un nouveau front, selon moi. Donc, Ouais. ça implique aussi que le front de Kharkov, les Russes ne vont pas attaquer Kharkov immédiatement. Je pense que ça serait pour beaucoup plus tard. Je pense plutôt que c'est une sorte de maskirovka pour une sorte de diversion pour faire en sorte que le maximum de troupes ukrainiennes soient envoyées au nord pour arrêter une possible offensive russe. Mais je ne vois pas une offensive russe dans ce secteur en ce moment, surtout quand on voit que l'armée russe progresse quand même sur le front de Donetsk. Une fois le Donbass tombé, là, on pourrait parler d'une offensive sur Zaporizhia ou d'une offensive sur Kharkov, selon moi. Moi, je suis comme toi, je crois assez peu à l'hypothèse de Kharkov. D'abord parce que ça s'est pas forcément bien passé en février, alors qu'ils pensaient Voilà. arriver en terrain conquis. Que ça soit sur Kharkov et soumis. Alors, évidemment, il peut y avoir eu des changements au sein de la population ou même des forces ukrainiennes présentes. C'est quand même une ville qui est importante et il faudrait qu'ils aient des effectifs énormes pour réussir à conquérir une telle ville si jamais les Ukrainiens s'accrochent à la ville. Et comme jusqu'à présent, les Ukrainiens s'accrochent sur tous les centres urbains, le C'est moindre vrai. centre urbain, ça sera difficile de progresser. Déjà, Kramatorsk, ça devrait être, si jamais ils arrivent à Kramatorsk, ça devrait être quand même une bataille assez difficile pour eux, parce que c'est également une grosse ville. Encore Mais faut-il qu'elle soit défendue par un nombre oui, décent de troupes. bien sûr, mais jusqu'à présent, les Ukrainiens ont défendu toutes les villes, hein, donc Absolument. systématiquement. Donc c'est Mhm. d'ailleurs c'est comme ça que est articulé leur front défensif, hein. Mhm. Pour ça que je ne pense pas que les fortifications qu'ils ont érigées en race campagne, de manière assez rapide, voire sommaire, sauf dans la région de Kupiansk, parce qu'à la région de Kupiansk, ils ont Mhm. un secteur favorable parce qu'ils surplombent en fait les Russes sur la rive ouest de la rivière. Mhm. Donc, euh, donc là, je pense que si tu veux, les lignes de défense ukrainiennes en dehors des agglomérations, avec l'utilisation de plus en plus fréquente par les Russes des bombes planantes, ne tiendront pas longtemps en fait. Mhm. 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 Ouais. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils laissent la partie ouest de l'oblast de Kherson, à l'ouest du Dniepr,
comme ça, alors qu'ils l'ont évacué. Ils l'ont évacué, hein, d'ailleurs, ils ont fait le choix de l'évacuer en novembre parce qu'ils avaient peur que leur vermile homme soit coincé, en fait. Et là, ça aurait été une grande, grande victoire ukrainienne. Parce que là, je pense même que la absolument. guerre se serait peut-être terminée à ce moment-là, tu vois. Mais Euh, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que les Russes pourraient vraiment lancer une offensive sur Kherson, sachant que ça demande un grand effort logistique. Maintenant, c'est bien parce qu'on parle d'un sujet après l'autre et l'histoire va bien. Donc, on pourrait parler de la Crimée. Donc, la seule oui, raison qui forcerait les Russes à intervenir sur Kherson, c'est bien ces attaques ukrainiennes sur la flotte de la mer Noire. Donc, tu peux nous montrer les bateaux, les navires de guerre? Voilà. Voilà. Donc, il y a quand même disons-le, un beau paquet de navires russes qui ont été détruits ou touchés. Et je peux comprendre que l'état-major russe commence à s'inquiéter. Hem, c'est surtout les navires de guerre amphibie qui ont été, touchés et atteints. Je pense qu'il y en a même un peu plus ici. Donc, moi, j'ai calculé avec les attaques récentes, 9 sur 14. C'est oui, énorme. ouais, mais en fait, là, il y a que les bâtiments. J'ai pas comptabilisé les péniches, hein. Il n'y a que les D'accord. bâtiments importants que j'ai Oui, comptabilisés, hein, parce que oui, là, oui, parfait, les oui, parfait. classes SEMA et Ondaratra, c'est du niveau péniche de débarquement, en fait, hein. Ouais, ouais, OK, super. Alors, Mais, j'ai une question justement, excuse-moi Alexandre, à ce stade, euh, concernant la mer Noire. J'ai entendu les uns les autres, Serge July dans Libération, nous dire que la flotte russe de la mer Noire était au fond de la mer. J'ai entendu, comment vous l'appelez, Joe Biden venir nous dire que quasiment la même chose. Je crois que c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il lisait son prompteur et il y avait marqué pause sur le prompteur et il a dit pause. Bon, donc après. Alors, j'ai l'impression que le front maritime est assez calme depuis un certain temps maintenant. Les batailles avec des drones, des drones suicides semblent s'être arrêtées. En revanche, il y a un vrai sujet sur le pont de Kertch. Les Ukrainiens annoncent souvent qu'il faut rester vigilant, qu'ils vont bientôt le détruire, etc. Est-ce que, alors ça aurait une valeur symbolique extraordinaire, mais je crois que c'est quand même assez compliqué à faire parce qu'il faut des missiles qui ne soient pas interceptables, ou en tout cas, il faut en envoyer tellement en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui passent pour pouvoir détruire les piles du pont. Euh, mais c'est une possibilité, et surtout avec les missiles Atacams que les Ukrainiens ont reçus en secret d'ailleurs, il y a un certain temps. Maintenant, si l'on voit la portée de ces missiles, on parle de 300 kilomètres, donc de Kherson, toute la péninsule de la Crimée est à portée de tir. Et pour le pont de Kertch, eh bien du front de Zaporizhia, le pont de Kertch est aussi à portée de tir en utilisant ces missiles. Donc, l- la flotte de la mer Noire est vraiment à risque du fait qu'il y a les drones, les drones kamikazes marins, il y a les drones réguliers, il y a les missiles anti-bateaux, anti-navires ukrainiens qui peuvent être tirés d'Odessa. Maintenant, il y a les missiles ATACMS. Il y a aussi les Storm Shadow de l'aviation ukrainienne. Donc, ce sont juste une, une, de plus en plus de menaces sur la flotte de la mer Noire. Donc les Russes doivent se protéger et ça va devenir difficile pour les Russes. Et ça va être chaud. Ça va être chaud. On parle d'une montée en force de l'armée ukrainienne sur ce terrain d'opération. Maintenant, pourquoi les Ukrainiens excellent? Parce que, bon, ils sont bien aidés par les forces de l'OTAN. Cette guerre contre la flotte de la mer Noire, c'est une guerre de techniciens, c'est une guerre de savants presque, et qui est très facile pour les opérateurs de l'OTAN de contrôler. J'avais vu des rumeurs que, soi-disant, les Storm Shadow et certains missiles étaient carrément guidés par des, des volontaires étrangers, disons-le. Et En fait, c'est pas qu'ils sont guidés, mais pour rentrer en fait les paramètres dans le missile, voilà, voilà, pardon. il faut qu'il y ait des techniciens du pays, hein. Voilà. C'est Donc, pour ça que les Allemands n'ont pas voulu ah, en, voilà, en voilà, voilà. partie des missiles taurus.
Voilà, et c'est comme ça qu'on a su que les Anglais et les Français avaient des techniciens sur place. C'est ça. Vu qu'il y avait les Scalp et les Storm Shadow, ça Exactement. implique de facto des techniciens français et anglais. Donc, c'est une guerre qui coûte pas cher et qui peut faire de gros dégâts. Mais on en parle beaucoup vu l'impact psychologique de perdre des Voilà. navires. Mais en réel, ce n'est pas. Disons que toute la flotte de la mer Noire coule. Et alors? Et Mais alors? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Les Ukrainiens ne pourront quand même pas débarquer des soldats sur Sébastopol. Donc, c'est une guerre pour l'OTAN, je pense, pour tester leur matériel. C'est une guerre qui leur plaît bien, qui coûte pas cher, qui peuvent diriger à distance. Mais la bataille d'attrition sur le front Est n'est pas vraiment impactée par la perte de la flotte de la mer Noire. C'est mon avis. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Ouais. En fait, moi, j'en reviens toujours à des raisonnements au niveau stratégique en parlant de centre de gravité de chaque belligérant. Et ça, Bah oui. c'est Régis le sait, on en discutait souvent là, au cours de l'année 2023. Et puis, lorsque Mhm. j'avais fait mon intervention sur TV Liberté, en octobre 2023, j'avais justement Mhm. développé cette notion de centre de gravité. Et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour les Ukrainiens, attaquer la Crimée et la flotte de la mer Noire, ça leur permet d'appuyer sur un centre de gravité russe qui est Mhm. fragile Ouais. sans hypothéquer leur centre de gravité à eux qui est vraiment très, très mis en danger, de plus en plus mis en danger, c'est-à-dire leurs ressources humaines mobilisables et mobilisées. Et Mhm. également, la volonté de se battre de la population ukrainienne et de la nation ukrainienne, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en situation de guerre totale quand même, hein. Il faut Absolument. imaginer que, oui, depuis 2 ans, globalement, le pays est quand même frappé dans ses infrastructures vitales, voire ses infrastructures civiles, euh, par l'aviation russe et les missiles russes. Donc, c'est une situation quand même qui est très difficile. Et autant ils ont eu Absolument. l'espoir à un moment donné de sortir du tunnel avec l'offensive de cet été, et on parlait même de reconquérir la Crimée. Il faut imaginer quand même le niveau je veux dire, d'irrationalité derrière ça. Mais en tous les cas, Absolument. ils auraient pu percer et mettre les Russes en difficulté, on ne sait-on jamais, hein, même si la situation était quand même compliquée pour percer la ligne sur Viking. En tous les cas, depuis qu'il y a eu l'arrêt de cette offensive qui a été très, très coûteuse pour l'armée ukrainienne, on voit qu'il y a une fatigue globale de la nation ukrainienne. C'est une nation qui est fatiguée, qui Ben, repose essentiellement sur l'aide occidentale. ben, juste pour souligner ce que tu as dit à propos des pertes, par exemple, il y a cette unité d'élite dont on parle souvent, la 47e brigade mécanisée, qui est très connue pour avoir été formée par l'OTAN de fond en comble, équipée par l'OTAN de, à 100% presque. Eh bien, cette brigade en est déjà à son sixième commandant de brigade en 6 mois. Donc, tous les 2 mois, nouveau commandant de brigade. Et un des gros problèmes de cette brigade, ce sont les pertes. Donc, j'ai lu un article sur El País, une section, donc il y avait un soldat ukrainien d'une des sections de cette brigade d'élite qui a dit, après une seule bataille, 17 soldats étaient tués ou capturés par l'ennemi. Une section, c'est 40 hommes. Donc, 50% de l'effectif parti. Et pour une compagnie, on parlait d'une compagnie de 80 soldats, 65 pertes en une semaine. Ouais. Donc, ce sont de lourdes pertes et à ce rythme-là, cette brigade ne peut plus tenir. Et elle a échoué dans son attaque pendant l'été, mais elle a aussi échoué à la défense de Avdiivka. Et cette pauvre brigade a aussi été envoyée pour essayer de colmater cette brèche sur Ocheritine. Mais on ne peut même plus parler de brigade, c'est un bataillon maintenant. Mais on voit le gros problème de remplacer les pertes, surtout avec du personnel qualifié. Je Ouais, reviens, tout à fait. messieurs, un petit peu en arrière, après qu'on ait fait ce détour, enfin, c'est pas un détour d'ailleurs, c'est essentiel, sur les faiblesses de ces centres de gravité russes, souveraineté sur la Crimée, maîtrise de la mer Noire, d'où l'intérêt de ce schéma, c'est que effectivement, ils ont un problème. Et comme le disait Alexandre, ben, ils pourraient perdre toute la flotte de la mer Noire, ça ne changerait pas grand-chose au plan stratégique pour eux.
au plan psychologique, au plan symbolique, au plan politique, ce serait considérable. Ça, on est bien Mhm. d'accord. Mais la question que je pose, et je reviens un petit peu sur la tentative de deviner les intentions russes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour se débarrasser de ce risque-là? Parce que, Et- donc, est-ce qu'il faudrait qu'ils récupèrent, soyons clairs, qu'ils récupèrent Odessa? Parce que c'est. Eh bien, Euh, il y aurait plusieurs manières. Une des manières, c'est la contre-attaque, c'est-à-dire contre-batterie, toujours essayer de détruire les systèmes de tir ukrainiens. Encore une fois, une guerre de techniciens, mais dans cette guerre, l'attaquant a l'avantage. L'attaquant a besoin de toucher un bâtiment pour créer victoire, tandis que le défenseur, c'est comme un gardien de but, doit avoir raison 100% du temps. Donc, les Russes sont en désavantage et les navires sont faciles. C'est une cible très facile et une grosse cible très facile à toucher. Très dur à bouger. Il n'y a que certains ports où ces navires peuvent se cacher. Donc, il y a en effet une grosse vulnérabilité du côté russe. Mais encore une fois, les Russes sont très bien conscients du fait que même si la flotte disparaît, c'est pas si grave. Et d'un côté, les Russes préfèrent que les Ukrainiens s'acharnent avec toute cette technologie sur la flotte de la mer Noire au lieu d'utiliser tous ces missiles sur leur centre de gravité à Donetsk, à Barmout. Donc, d'un côté, si on est à la place des commandants russes, laisser ces navires-là fait en sorte que les Ukrainiens se focalisent sur une partie du front qui est secondaire. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que c'est ce qu'on appelle les leurres stratégiques, comme Bakhmut Mhm. avait été un leurre stratégique. Voilà. Mais j'y avais pas pensé, c'est très très intelligent Non, ce que tu mais viens de c'est dire. juste en y Oui, oui. pensant avec vous Oui, parce que... que pour l'arrivée des attaques MS, pour les Russes, la pire des choses, ça serait qu'ils commencent à taper Voilà, leur centre logistique, leur plot logistique voilà. et également leur PC. Et là, le fait même de focaliser, je pense même que imaginons que les attaques MS, il en faudrait une certaine quantité quand même, Ouais. détruisent, mais Ah, ça a coupé. endommagent gravement le pont de Kerch. C'est très bien. Voilà, Sur le plan symbolique, c'est une humiliation, c'est terrible. Mais sur le plan opérationnel, en fait, c'est un chiffon rouge. La flotte de la mer voilà, Noire et le pont de Kerch sont des chiffons rouges voilà, qui focalisent en fait les forces ukrainiennes, toujours dans leur dynamique d'hypercommunication pour montrer qu'ils font quelque chose, voilà, qu'en face, ce sont des bras cassés, ainsi de suite. Et en fait, ils peuvent être complètement pris à leur propre jeu là-dessus. voilà. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les Russes laissent de gros navires en plein port de Sébastopol comme ça. La plupart la majorité des Ce navires sont à qui tournent, Novorossiysk, ils sont à oui, Novorossiysk, hein. oui. D'ailleurs, Mais, un des derniers navires qu'ils ont frappé, les Ukrainiens, c'était un navire ukrainien qui datait de mais 2014, de la prise Mais de- regardez, quand les Ukrainiens touchent ces bateaux, il n'y a pas beaucoup de morts, vu que les marins ne sont pas dans les bateaux. Donc, ça pourrait augmenter encore plus cette idée de leurre stratégique, de littéralement faire en sorte que les Russes mettent de grosses proies, donc des bateaux dont ils s'en fichent un peu, comme ce bateau de amphibie ukrainien. Et une fois que les Ukrainiens attaquent, les Russes peuvent voir d'où les missiles sont partis, et là, ils contre-attaquent en silence. Donc, c'est une manière aussi d'affaiblir l'Ukraine, mais aussi de faire en sorte que toute cette technologie qui pourrait faire mal à l'armée russe soit détournée sur un front qui est secondaire. Ben, Et les tu vois, Ukrainiens n'ont simplement pas les moyens d'envoyer des troupes en Crimée. tu vois, ce que l'on est en train de dire entre nous, là, tous les trois, c'est que toujours le niveau stratégique et la réflexion stratégique va primer sur tout. Oui. Quel que soit le suivi des opérations tactiques ou tel qu'on le voit tous les jours hein, sur les plateaux télé, ainsi de suite. Vraiment, c'est Mhm. cette réflexion stratégique qui va amener la victoire ou la défaite de l'un des belligérants. Et là, je Absolument. trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est tout à fait, à mon avis, dans l'optique et le mode de raisonnement des Russes depuis le début. Et merci, c'est gentil. Non, mais c'est C'est- vrai. c'est- Mais je pense Alors, aussi, c'est le fait de voir, de se mettre, de changer de perspective. C'est-à-dire que beaucoup de gens sur les plateaux télé n'arrivent pas à changer, disons, leur centre de gravité et de voir la perspective de l'ennemi. Et ça, c'est une grande faute au niveau militaire. On doit toujours penser à ce que l'ennemi pourrait faire.
mais sur les plateaux, ils n'ont jamais réfléchi en termes de centre de gravité. Parce Ouais, que c'est s'ils vrai. avaient C'est réfléchi en très. termes de centre de Ouais. gravité, dès le départ, ils auraient compris que les objectifs du président Zelensky de reconquérir les frontières de 91 étaient quasiment irréalisables, sauf à ce que la Russie s'effondre et qu'il y ait un changement de gouvernement en Russie, avec un gouvernement qui serait favorable à une paix, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde le personnel politique russe. Hein. Ouais. Mais, mais je pense qu'ils y croyaient vraiment. C'est ça le pire, c'est qu'ils croyaient vraiment à Et, cet effondrement russe, hein. et le Ils y problème, croient Mais encore, certains. De oui, mais alors, doigts. je pense, il n'y a pas que dans la guerre, hein, que le sous-estimer ou ne pas essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'adversaire est une erreur majeure dans tous les affrontements, quels qu'ils soient, même sportifs. Bon, Ouais. toujours est-il que j'ai une question, petit péché de gourmandise là, parce que je vous ai entendu, pardon, et en particulier Alexandre, quand tu parles de l'attaque, des attaques en Crimée, de l'attaque sur le pont de Kerch, l'avantage qui est donné à l'attaquant est que la défense est plus difficile. Et ce qui permet, si pour peu qu'on passe un, deux ou trois coups au but, de crier victoire. Euh, je pense que, je ne sais pas, hein, c'est une question. On va changer de théâtre, on va aller vers le Moyen-Orient. La riposte, entre guillemets, la riposte iranienne à l'attaque de son consulat à Damas, euh, qui a été une opération alors dont on a beaucoup glosé, on nous a raconté beaucoup de bêtises, mais il semble que ça a été assez bien organisé et qu'ils aient réussi à passer des missiles, je ne sais plus si c'est de croisière ou balistique, lesquels ils ont réussi à passer, et qu'ils ont pu attaquer des bases militaires israéliennes relativement importantes. L'impact, moi j'ai vu par la suite, l'impact euh, politique, symbolique et psychologique que ça a eu a été assez considérable parce que on a appris qu'il avait fallu dépenser 1,3 milliard pour comment dire, s'opposer à cette attaque sans arriver à la bloquer complètement. Il a fallu mobiliser les États-Unis, voilà, Israël bien sûr, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, excusez du peu. Et malgré ça, les Iraniens sont, semble-t-il, passés. Et donc les conséquences stratégiques sont, me semble-t-il aussi, considérable. C'est-à-dire que ça a installé un rapport de force aujourd'hui dans cette région du monde particulier. C'est-à-dire que c'est une démonstration de force finalement qu'ont pu réaliser les Iraniens et je pense que ça en a calmé un certain nombre en Israël, ou qui se sont fait calmer d'ailleurs par les Américains, et un certain nombre aux États-Unis même. Parce que aujourd'hui, vouloir aller faire la guerre à l'Iran serait une erreur majeure, quoi. Et c'est, semble-t-il, cette attaque où finalement la prime aux attaquants a été assez forte. C'est une question. Hervé. euh, je pense que, d'après les analystes, hein, notamment les spécialistes de l'arme aérienne, notamment A.T.E. Chouette, qui est un ex-pilote Rafale, donc je suis beaucoup les Hmm. analystes, Oui, oui, très bien. euh, Très bonne chaîne. qui est très, 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 très factuel et très technique, hein, sans parti pris. Euh, il a considéré que, en fait, les Iraniens avaient utilisé énormément de vecteurs bas de gamme, entre guillemets, pour saturer les défenses israéliennes et pour ensuite montrer que même avec des vecteurs de gamme moyenne, ils arrivaient à passer les Mhm. défenses israéliennes parce qu'ils n'ont pas engagé le haut de gamme de leurs vecteurs. Donc le fait est, c'est qu'ils ont montré qu'ils avaient une capacité en saturant, comme d'habitude, hein, puisqu'on en revient à la réflexion d'Alexandre, hein, dans cette guerre technologique, l'attaquant a toujours la primauté par rapport aux défenseurs. Mhm. Et Israël est un petit territoire. Hein, ce n'est pas un territoire vaste comme l'Ukraine ou la Russie ou la Crimée. Vas-y. Pardon, mais on l'a vu avec les attaques des Houthis en mer Rouge sur les bâtiments de la US Navy. Les Américains ont dû partir. Ces roquettes coûtaient tellement peu cher et l'avantage, la primauté à l'attaquant. Voilà, je te redonne la parole. Oui, mais la primauté, sur les outils, 2 secondes, Alexandre, la primauté
elle est une primauté politique. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance ont dit on n'assure plus les bateaux qui passent là. C'est-à-dire qu'ils ont atteint leurs objectifs avec finalement peu de réalisations techniques, mais ils ont pu montrer qu'ils en étaient capables et ils ont pu bénéficier de l'impact psychologique. Enfin, je dis psychologique, c'est le terme est peut-être pas assez fort, sur les compagnies, sur les pays concernés. C'est assez extraordinaire de se dire qu'ils ne sont même pas au pouvoir hein, au Yémen. C'est une partie d'opposition que sont les Houthis. Donc, ça me trouble, quoi, cette façon de faire la guerre. C'est une C'est-à-dire que la guérilla dimension. moderne. C'est une guérilla moderne. Avec des, Voilà. donc, normalement, on parle de guérilla comme on pensait en Afghanistan. C'est une guérilla terrestre. Mais maintenant, on parle d'une guérilla plus technologique. Et les pays occidentaux la prennent de plein fouet. Ouais. C'est une guérilla du faible au fort, hein. C'est ce que font les Voilà. Ukrainiens, hein. Les Voilà, Ukrainiens sur exactement. les frappes dans la profondeur dans le territoire russe, sur la Crimée, alors même s'ils ont l'aide occidentale en termes de renseignements sur la Crimée et en mer Noire, Mhm. c'est ce qu'ils font. Et pour en revenir aux outils, il y a encore, les outils ne maîtrisent pas la technologie des drones navals. Mhm. Imaginons que les outils aient la capacité à avoir des drones navals dérivants, parce que c'est ce que font les Ukrainiens. Ils les Mhm. laissent dériver à proximité des sorties ou des passages des bateaux russes et ils sont activés autant que de besoin en fonction des renseignements qui sont donnés par les avions de Mhm. l'OTAN. C'est ça. Mhm. Ouais. Alors, si je vous comprends bien tous les deux, comment dire, ce que fait l'Ukraine en direction de la Crimée et en direction du pont de Kerch a une valeur politique, symbolique. Ça permet, parce que c'est vrai qu'en Occident, il y a une lassitude dans l'aide à l'Ukraine, ça permet de la relancer, ça permet de la motiver, ça permet de la stimuler. Et de l'autre côté, les Russes, finalement, ça les arrangerait que ces ressources soient allouées à ce combat-là, parce que ça n'est pas alloué à un autre combat où là, ils ont la supériorité et ils peuvent poursuivre leur stratégie d'attrition. Ouais. Alors, in fine, le fait d'avoir cette capacité à mettre la pression sur les Russes en Crimée et en mer Noire, ça contrebalance aussi le fait qu'il y ait une supériorité russe sur le front terrestre. Donc ça peut être également un élément de négociation, in Mhm. fine, si jamais on arrive vers des négociations, en Mhm. disant tout simplement, en figeant la ligne de front, bon, l'Ukraine, tant pis, mais ce qui est important pour l'Ukraine, c'est de ne pas perdre Odessa, hein. C'est vraiment l'élément majeur pour l'Ukraine, c'est de ne pas perdre ça. Et d'avoir, dans le cadre d'un traité, une garantie de sécurité sur la Crimée et sur Odessa pour la Russie. Parce que de Mhm. toute façon, il va falloir à un moment donné que cette guerre se termine. Et il faut que les Ukrainiens aient quand même quelques jokers dans leurs mains. Et les jokers qu'ils ont dans Absolument. leurs mains, c'est cette capacité à mettre la pression sur les Russes en Crimée et en mer Noire. Absolument. Oui, mais alors 100%. elle se terminerait par la négociation. Enfin, si on entend, je n'ai pas la citation en tête, une des dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères russe. Ah, son nom m'échappe à l'instant précis. Lavrov. Lavrov. La légende, Lavrov. Mais si on écoute Nebenza, qui est le représentant permanent de la Russie à l'ONU, qui a dit les seules nouvelles que vous aurez de notre part de ce conflit, ce sera des informations sur la capitulation sans condition des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'au niveau, et même dans les déclarations des Russes, l'idée de la négociation, l'idée de la recherche d'une solution, pour l'instant, c'est absolument pas au rendez-vous. Alors, les Chinois, du bout des lèvres, après la visite de Scholz, qui a encore trouvé malin de dire qu'il faudrait que les Chinois arrêtent d'aider les Russes, et la visite de Blinken, je pense que vous avez peut-être vu la fameuse vidéo où on voit Xi qui est en train d'attendre Blinken, qui a été très mal reçu, et qui dit mais quand est-ce qu'il se tire, ce type, et son vice-président qui lui répond cette nuit. Ah bon, et ce qui est extraordinaire dans cette vidéo, c'est que ce sont les Chinois qui l'ont fait circuler. Et Blinken est venu en disant si vous continuez à aider les Russes, on va reprendre des sanctions. Ce qui était effectivement la Mais, meilleure façon mais d'aborder les Régis, choses avec les Chinois.
là, on peut parler de ce Pax, de ce truc de, je sais pas comment on dit en français, mais 61 milliards de dollars que les Américains ont signé pour aider soi-disant l'Ukraine, mais ça inclut aussi Israël et Taïwan. Et une grosse partie de cet argent est en fait redirigée sur les usines et les compagnies d'armement américaines pour les rebâtir et augmenter la production de munitions et de véhicules au sein même des États-Unis. Donc, l'argent n'ira pas à 100% en Ukraine. Mais il se pourrait que les États-Unis se préparent d'ores et déjà pour une guerre contre la Chine. C'est-à-dire avec un drapeau ukrainien, de se dire oui, c'est pour l'Ukraine, réarmement du pays, parce que les Américains commencent à être un peu plus virulents face à la Chine, qu'ils ne l'étaient pas il y a déjà un an. Donc, dans l'optique que le conflit ukrainien se termine, il se pourrait très bien qu'un nouveau conflit commence dans le Pacifique avec Taïwan et la Chine, et le conflit russo-ukrainien aura l'air d'une rigolade à côté. Une rigolade, une plaisanterie, puisque les États-Unis et la Chine ont un nombre presque infini de soldats à leur disposition. Les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants, les Chinois 1 milliard et plus. Ouais, Ce sont des bataillons entiers. Donc, ouais, je dis ça comme ça, ouais, espérons que ça ouais. n'arrive pas, mais Mais ouais, la motivation politique du soldat chinois ne doit pas être la même que celle du soldat américain. Je ne pense absolument, pas. mais bon, voilà, les Américains peuvent appeler une grande conscription, et maintenant, bon, ils ont beaucoup de monde, hein. Surtout, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés par leurs frontières. Ouais, C'est- on fait une digression, mais quand tu regardes les difficultés de recrutement de l'armée américaine, qui a été obligée de baisser ses Absolument. standards à cause de la surcharge pondérale, à cause des addictions qu'il y a dans la société américaine, hein, bah, tout simplement le problème de l'obésité dans la société américaine. Donc, ils ont ce problème-là. Alors, je mets un petit peu de côté les Marines parce que ils arrivent à sélectionner plus que l'armée, le standard des trois autres armées américaines. Mais il y a un problème de recrutement et un problème de motivation aussi, en fait. Et puis, ce manque de rusticité dans la jeunesse occidentale, globalement, hein, j'inclus même maintenant la France, on ne va pas le retrouver dans des pays qui sont encore assez rustiques, comme la Russie, l'Ukraine, des pays où la vie est encore Absolument. dure. Tu vois. Ouais. Et J'en parlais, ouais, il y a quel quelques soldat temps. occidental serait capable de supporter les souffrances que les soldats ukrainiens et russes endurent depuis 2 ans? Mhm. Non. Absolument. Tous les pays ont besoin de cette masse de soldats. Et je pense, et tu as raison, c'est un peu le problème de pays qui sont trop intellectuels. Donc, il manque de. Non, mais c'est vrai, regardez, C'est gentil, intellectuel. non, c'est gentil, mais ce que je veux dire, c'est que en Russie, il y a quand même beaucoup de gens, ce sont des ouvriers, des miniers qui travaillent dur physiquement et qui sont capables d'endurer ces choses-là et qui vont pas nécessairement remettre tout le monde entier en question. On leur dit de faire ça, ils sont prêts à y aller. Et bon, la Chine en a beaucoup, tu as raison, aux États-Unis, c'est pas le cas. Maintenant, aux États-Unis, en ce qui concerne l'obésité, je pense que l'obésité touche principalement les gens au-dessus de 35 ans, de mon expérience. La Ouais, frontière américaine n'est pas très loin, donc les jeunes sont minces. Les jeunes sont minces, les jeunes bougent beaucoup, font du sport. Les Américains sont très sportifs, donc ça, c'est pas un problème. Mangent bien, sont grands et costauds. Par contre, c'est une fois qu'ils arrêtent l'école, qu'ils arrêtent le sport et tout se fait en voiture en Amérique du Nord, vu les distances. Et donc, c'est là qu'ils deviennent gros très facilement. Donc, à partir de 25-30 ans, l'obésité commence et après s'arrête. Mais donc, les jeunes, ça va. Le gros problème, c'est que les jeunes ne veulent plus aller dans l'armée pour X raisons, soit pour des raisons idéologiques, vu que cette histoire américaine est toujours mise comme toujours insulté. Donc pourquoi quelqu'un voudrait faire partie de cette histoire, mais aussi du fait que les jeunes ben, préfèrent payer à se faire aller aux études, c'est mieux vu d'aller travailler que d'aller dans l'armée. Et je pense qu'on le voit dans tous les pays occidentaux, même en France, ça commence à se voir qu'il y a un manque de jeunes. J'avais fait une vidéo là-dessus, que l'année dernière, je pense que c'est la première fois que l'armée de terre française n'a pas pu recruter autant de monde qu'elle ne le souhaitait.
Le Canada, bon, ça, on n'en parle même plus, c'est une déroute totale en termes de recrutement. Et c'est à cause de ça que les standards sont constamment baissés. Alors, Alors, paradoxalement, l'armée américaine est très intégrée à la société américaine. On va la Oui, retrouver dans les universités, on va la retrouver pas tout le dans temps. Pas tout pas le tout le temps. temps, mais dans de nombreuses universités. On va la retrouver présente même dans ce qu'on appelle l'équivalent des collèges militaires en France. Et bon, j'étais à New York, moi, il y a 6 mois. Quand tu vas à D'accord. Madison Square Garden, tu vois le kiosque de recrutement des Marines en Ouais. plein milieu. Tu vois, tu verras jamais en France. Mais non. ce sont vraiment des secteurs. Il y a certaines régions qui recrutent énormément de gens aux États-Unis et ce sont des familles de soldats. Donc souvent, tu auras le grand-père qui a fait, l'arrière-grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, le suivant qui a fait le Vietnam, le suivant qui a fait l'Irak, le fils qui a fait l'Irak ou l'Afghanistan. Donc ce sont des familles. Et c'est dans ces familles-là qu'il y a, disons, une baisse de recrutement. Donc, ces familles de soldats traditionnels ne veulent plus envoyer leurs enfants dans l'armée, vu qu'eux-mêmes se sentent délaissés par le gouvernement. C'est un peu ce que j'ai vu. Donc, les Américains, ils ont vraiment étendu le nombre de recrues. Et faut dire que l'armée US, donc le US Army, l'armée de terre, une grosse partie des recrues ne verra jamais le front. Ce sont des recrues qui vont terminer cuisiniers, mécaniciens. Donc, il y a une autre cible. Si on peut rester politiquement correct, il cible une autre frange de la population pour chaque job. Donc, certains sont juste là, rentrent juste dans l'armée américaine pour avoir leur première expérience professionnelle qu'ils vont continuer à la sortie. Donc, ce ne sont pas des soldats, des guerriers comme les Ouais. Marines. Être Et Marine, puis, c'est être au ouais. combat. Oui, et puis il y a aussi le rôle des minorités dans le recrutement de l'armée américaine. Les minorités afro-américaines, hispanisantes. Alors les Marines, c'était clair que là, tu as quasiment beaucoup de minorités qui sont présentes, hispanophones, afro-américains, mais aussi les petits blancs du Sud, parce qu'il y a des années, j'avais manœuvré pendant une semaine avec les Marines, c'est Ah, vieux, c'est hein, c'est cool. dans les années 90. Hein, j'avais passé une semaine sur un bâtiment, le Tarawat, c'est les bâtiments amphibies. Mhm. Donc j'avais vu, puisqu'on était mélangé avec une section là, j'avais vu comment ça se passait entre eux. Et puis surtout Mhm. 6 mois comme ça, sur la MEU, la Maris Unit Expeditionary Unit, c'est Mhm. 6 mois sur les bateaux avec des Ouais, exercices. Et de temps en temps, ils s'arrêtent dans les ports pour que quand même tout le monde puisse respirer un peu, quoi. ouais. C'est, mais tu as raison, c'est un peu l'équivalent de la Légion romaine pour les Marines. Voilà, exactement. C'est ça. Et alors, Donc aux États-Unis, voilà, bref. je voulais euh, réagir à ce qu'a dit Alexandre sur l'inéluctabilité, c'est pas ce qu'il a dit, du conflit militaire entre les États-Unis et la Chine. Je trouve ça assez Possibilité. extraordinaire. Oui, oui, Possibilité. non, 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 mais je veux dire, c'est présenté dans les médias, le piège de Thucydide, les Américains vont se réorienter, donc ça ne nous éloigne pas tellement de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver une solution, mais y mettre fin, et je pense que tu as tout à fait raison de pointer le fait que sur les 91 milliards, l'essentiel va revenir aux États-Unis pour des commandes, ce qui est assez extraordinaire quand même, hein, pour réindustrialiser les Voilà. fournitures militaires. Ça, c'est bon dans la perspective du conflit, de l'affrontement avec la Chine, dont on nous laisse entendre, comprendre que ce sera militaire et que c'est normal. Moi, je ne trouve pas ça tout à fait normal, je trouve ça même assez extraordinaire. Et je pose à ce stade une question. Un affrontement militaire entre la Chine et les États-Unis, outre le fait que la Chine est la première puissance industrielle du monde, il ne faut pas l'oublier. Hein, bon, ils ont 1,3 milliard d'habitants, les États-Unis 330, ça fait 1 milliard de différence, mais aujourd'hui, la guerre est différente. Et en particulier, le monde anglo-saxon était une très grande puissance qui a dominé la planète pendant 500 ans parce que c'était des puissances maritimes qui ont pu contrôler des espaces fluides. Là, aujourd'hui, l'arme navale est quand même beaucoup plus vulnérable qu'elle n'a été.
Je veux dire, c'était, je ne sais plus, je me demande si ce n'était pas Douglas MacGregor, je vais le reciter encore, disant, bah oui, il y a plus, je ne suis pas sûr, ou Martianov qui disait, oh bon, il n'y a plus que, sur les mers, il n'y a plus que deux sortes de bateaux, des sous-marins et des épaves en fer au fond de la mer. C'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité tout à fait considérable des grandes unités. Je ne sais pas si le Gerald Ford, à qui il manque 800 marins pour pouvoir fonctionner normalement, hein. Mhm. Eh bien, durerait très très longtemps face à une nuée de Kinjal, hein. Je Mais vous voyez, m'interroge. c'est pour Et ça que donc, les attends, je termine, Alexandre. Pardon, pardon, Où aurait lieu la guerre? Il débarquerait en Chine? je sais pas, Euh, mais sur, c'est sur le territoire de Taïwan, la Rand Corporation a fait plusieurs études, ils perdraient à chaque fois. Donc, je les sais. Les les Américains perdraient. d'accord. Euh, je sais pas, je me dis juste que le sujet de la conscription arrive de plus en plus dans les pays occidentaux. Donc, on parle du manque de troupes, puis on parle de la conscription. Donc, c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent, ce réarmement des pays occidentaux. Je dis juste ça, j'espère que il y aura rien et qu'on trouvera des solutions sans aller au front. Mais maintenant, pour la guerre avec la Chine, écoutez, il y avait des jeux vidéo américains qui parlaient d'un débarquement sur Shanghai. Donc, il y avait Battlefield, les jeunes Américains jouaient à des missions où, bon, bah, ils devaient débarquer contre les troupes chinoises. Et l'ennemi dans les jeux vidéo est toujours chinois ou russe. Ou bon, avec un autre drapeau, mais c'est souvent les mêmes types d'ennemis. Donc, comme par hasard, pendant 10, 15 ans, l'ennemi toujours russe, 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 des guerres contre la Russie. Donc, voilà, c'est intéressant. Moi, je vais parler de mon pays. On va reconstituer une armée de conscription, mon cher Hervé, hein. On va la payer avec l'argent qu'aura économisé Bruno Le Maire, hein, notre grand spécialiste. Et donc, et c'est Emmanuel Macron qui va venir dire à la jeunesse, allez-y, engagez-vous, venez défendre votre pays en allant faire la guerre dans les pays baltes. Je n'y crois pas une seconde. Moi, je connais Mais un tu petit sais, peu mon pays, je connais un peu la jeunesse. J'ai un certain nombre de mes enfants et petits-enfants qui en font partie. Donc, ça me paraîtrait une vraie illusion de s'imaginer qu'on peut refaire une industrie de guerre. 16% de l'activité française, c'est de l'industrie, hein, et qu'on puisse refaire une armée de conscription. J'y crois pas. eh bien, je pense, honnêtement, on pourrait faire toute une vidéo sur le sujet parce que je veux pas non plus qu'on dérive trop. Non, non, mais ça m'intéresserait vraiment non, une semaine, 2 semaines, peu importe, de reparler de ce sujet de conscription parce que ça amène beaucoup de problématiques au sein même de la société française. Parce que de voir beaucoup de gens, je pense, à l'Élysée, voient un Français comme un Français, hein, comme un pion. Sauf qu'on voit que, en réalité, ça peut avoir des divergences idéologiques. On l'a vu en Russie même. En Russie, bon, ils ont relevé du front les troupes tchétchènes. Pourquoi? On ne les voit plus vraiment au front depuis 2 ans. Donc, ou plus autant, on a juste Armat, un détachement de troupes un peu d'élite, mais principalement, l'armée russe a relevé du front les troupes du Caucase. Pourquoi? Voilà, je pose des questions. Donc, il y a des forces au sein même de la Russie dont Moscou doute de leur allégeance et voudrait pas non plus qu'ils aient trop d'entraînement militaire. Donc, voilà, je pose ces questions. La Russie a des populations qui viennent aussi d'Asie centrale. Il y a des tensions aussi là-bas. Donc, la conscription en Russie, voilà, c'est tout un sujet. Les Russes ne veulent pas trop en parler parce que ça leur est pas utile en ce moment. Mais l'on voit là, que principalement les troupes recrutent du front russe et des troupes asiatiques bouddhistes de Sibérie. Les principaux contingents viennent de ces régions-là, mais pas des autres régions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et alors, toutes les études d'opinion démontrent bien qu'en Europe de l'Ouest, la capacité de mobilisation est catastrophique.
Les gens n'ont pas envie d'aller se battre. En France, quand on brandit le drapeau français, on est traité de facho. Alors bon, très bien, mais c'est pas si simple pour les Russes. C'est pas le même niveau de désaffection que chez nous, mais c'est pas si simple. Et là, ça nous éloigne pas tellement de l'Ukraine parce que on a une guerre de haute Oui, intensité en Europe où les Russes acquièrent une expérience extraordinaire. Je pense que du côté occidental, on essaye de suivre, mais il y a eu un certain nombre de mauvaises surprises, me semble-t-il. Alors, on a examiné dans cette discussion un certain nombre de points, ceux que l'on souhaitait voir examinés. Moi, j'ai bien entendu ce que disait Alexandre, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage actuellement sur le terrain entre l'opérationnel et le tactique, qu'on laissait une grande liberté, un grand pouvoir d'initiative au commandant de terrain pour exact. s'adapter au fur et à mesure de la situation à la situation telle qu'elle se présente et dont il est difficile de savoir ce qu'elle sera la semaine d'après. Hein. Donc Mhm. voilà, je pense, euh, quelque chose que j'ai retenu, et en particulier, par conséquent, la difficulté à imaginer ce que comment dire, les Russes envisagent pour les semaines qui viennent, quoi. Toujours notre fameuse alternative attrition ou en espérant l'effondrement, ou bien offensive pour le faciliter, le favoriser et l'accélérer. Je pense aussi, juste pour terminer, que c'est une intuition. Donc, je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais quand j'ai vu ces colonnes russes mécanisées qui arrivent à faire des poussées de 1, 2, 3 kilomètres d'un coup, je me demande juste comment c'est possible aujourd'hui et ça ne l'était pas il y a un an. Donc, j'ai deux hypothèses. Soit les Ukrainiens ont mal fortifié le front, donc moins de champs de mines, moins de positions défensives, donc les Russes peuvent attaquer plus facilement. Mais en même temps, quand j'ai vu certaines vidéos, je voyais vraiment les colonnes russes manœuvrer, faisaient des cercles autour de certains champs, des zigzags à des endroits très précis que tous les véhicules suivaient à la lettre. Et je me dis, mais comment ils ont pu détecter certains champs de mines? Donc peut-être les Russes ont une technologie dont ils ne parlent pas, qui permet de détecter les champs de mines à distance, ce qui leur permettrait de pousser beaucoup plus rapidement qu'avant. Soit avec des drones qui avancent et qui pourraient détecter certaines zones qui pourraient être minées, ou des drones qui pourraient déminer certaines parcelles juste pour pouvoir lancer les troupes d'assaut, parce que c'est un phénomène que j'ai vu tout le long du front, que ce soit Ocheretine, Chassiviar, partout ces colonnes russes arrivent à faire des poussées assez extravagantes. Pourquoi et comment? Donc c'est une question que je me pose. Euh, je ne sais pas. Donc on va analyser ça dans les prochaines semaines. Alors, avant de commencer, on discutait entre nous et on discutait d'une chaîne de YouTube que j'ai découverte. Hervé et Alexandre la connaissaient très bien et qui est passionnante, qui s'appelle Sur le champ. Et par exemple, sur la Première Guerre mondiale, il y a toute une série sur les évolutions de la guerre pendant ces 4 ans. C'est extraordinaire. La guerre de 1918 n'a rien à voir avec celle de Mhm, 1915. Je parle même pas mhm, de la guerre de mouvement d'août et septembre 14, mais même 15, quand mhm. le front est déjà figé, comment on se bat en 15 et comment on se battait en 18, ça n'a strictement rien à voir. Donc comment on se bat en février 2022 en Ukraine et comment on se bat aujourd'hui en Ukraine, ça n'a rien à voir, semble-t-il, non plus, ce qui est Ouais, assez extraordinaire quand même. C'est la guerre du absolu- 21e siècle. absolument. Je pense qu'on aura encore beaucoup de surprises. Oui, je pense aussi. Bien, messieurs, merci infiniment hein, de cette vidéo. Je pense que ça éclaire bien ce qui est en train. Ah, Hervé a fait le boulot et a enlevé les images. Donc, je vais dire à nos amis merci de votre attention et à nos amis téléspectateurs et à mes deux spécialistes, les meilleurs spécialistes mondiaux de la question militaire. Merci de votre disponibilité et de tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. À bientôt. On